Salut à tous, c'est Tony Diaz pour un nouvel épisode du podcast Take Control Now. L'invité du jour, c'est David Nard. David, c'est le directeur de Genilem, donc une association qui accompagne les porteurs de projets à lancer leur entreprise. Exceptionnellement, David, il se livre un petit peu aujourd'hui. Il est revenu sur son parcours, donc qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver chez Genilem. C'est un peu difficile à trouver ces informations, à part 2-3 expériences sur LinkedIn. Mais là, il y a eu un vrai échange sur c'était quoi son aventure entrepreneuriale avant d'être racheté, de rejoindre une agence de communication et avant d'arriver chez Genilem. Aujourd'hui, il est directeur, donc il manage ses équipes, il a la vision future de Genilem. Et on a pu aborder plein d'aspects intéressants comme c'est quoi aujourd'hui Genilem, c'est quoi la vision, son parcours, ses expériences. Donc, bonne écoute et à tout bientôt. Salut David, comment vas-tu ? Salut Denis, ça va et toi ? Bien, merci. Je te propose de te présenter en 2 minutes. Qui es-tu et que fais-tu ? Alors je m'appelle David Nard, je suis directeur de l'association Genilem, dont on parlera peut-être un peu plus après. Je suis papa de 2 enfants, Héloïse 6 ans, Théodore 9 ans, et j'habite dans la région morgienne. Top. Je te propose qu'on revienne sur ton parcours et qu'on commence par le tout début. Quand tu étais petit, tu rêvais de faire quoi ? C'est une bonne question parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu une volonté particulière. Par contre, tout ce qui était astronaute, ça me faisait complètement rêver. Enfin, c'est-à-dire, j'avais tout lu sur Apollo 11, sur ses exploits, etc. Et je crois que ça me faisait bien rêver d'aller une fois poser le pied sur la Lune. Est-ce que c'est toujours d'actualité, que ça te passionne toujours les étoiles, l'espace, ou un peu moins ? Alors ça me passionne dans le sens aventure humaine et exploit des premiers qui ont réussi à faire ça, à oser avec tout ce que ça implique de prise de risque, de confiance, etc. Donc je trouve assez extraordinaire. Maintenant, l'aventure spatiale, pour moi, elle a un petit peu changé. Maintenant, c'est devenu privé, donc c'est d'autres considérations. Mais ça continue à me faire rêver quand je vois la Lune, oui. Je sais que j'y poserai jamais le pied, je me suis fait une raison maintenant. Mais oui, ça reste... l'aventure en tant que telle reste magnifique pour moi. Ok, top. Et du coup, à l'école, tu étais comment ? À l'école, j'étais travailleur. Voilà. J'ai toujours... L'école n'a jamais posé de problème. J'avais une certaine facilité, mais qui venait avec passablement de travail. Voilà, je faisais mes devoirs correctement, et puis du coup, ça marchait, donc c'était bien. Voilà. Donc tu as fait ta scolarité sans trop de difficultés, mais tu Absolument. as travaillé et puis... Oui. Oui, alors il y a eu quand même, quand on a et de nouveau je mets tout ça entre guillemets, mais quand on a une certaine facilité, on ne se pose pas trop de questions sur la suite. Puis j'ai fait plutôt scientifique, et puis après un gymnase scientifique. Puis après j'ai commencé les PFL, en me disant que c'était la suite logique. Et puis là, tout d'un coup, c'est un peu différent. On change de gamme, et puis là, on se pose vraiment des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis là, j'ai assez vite arrêté. Tu avais choisi quoi, le PFL ? Le microtechnique. Okay. C'était le plus général parce que ça permettait de repousser encore un peu le choix. Ok. Et du coup, là, tu as pas fini. Tu as arrêté. Oui. Et du coup, tu as arrêté pour faire quoi ? J'ai arrêté et je me suis posé. On a fait un voyage avec des amis. On en a profité pour vraiment changer complètement d'air et puis de se poser. Et là, je me suis vraiment penché sur ce que j'aimais faire, ce que j'aimais comprendre, etc. Et j'ai commencé HEC après. Donc un aspect commercial pour, je dirais, avec l'objectif de comprendre un peu comment le monde tourne. Et puis c'était des études du coup extrêmement intéressantes. Donc HEC Lausanne, si je ne me trompe pas. Oui. Et du coup, tu as fait donc un bachelor là-bas. Oui, alors à mon époque, oui, ça s'appelait une licence, et c'était en 4 ans. Okay. Et maintenant, ça correspond à un master, mais c'était 4 ans. Ok, top. Et du coup, tu trouves un peu ta voie, si je comprends bien. Oui. Donc avec ce parcours plus orienté économique. Et après, tu finis tes études
Et directement, est-ce que tu lances quelque chose? Parce que je sais un peu dans ton parcours que tu as commencé, je crois, par lancer quelque chose. C'est quoi le début, le tournant en fait entre les études et puis commencer quelque chose? Est-ce que tu as eu une expérience professionnelle avant? Est-ce que tu l'as lancé au même temps que tu étais aux études? Il s'est passé quoi? On a fait un choix. J'avais un choix à la fin de mes études. C'était de continuer dans une voie que j'avais commencée, je vais y revenir, ou de travailler dans un des Big Four, dans une des Big Five même. À l'époque, c'était Arthur Andersen, qui a disparu depuis, donc je suis content d'avoir fait le choix que j'ai fait. De toute façon, je suis content d'avoir fait le choix que j'ai fait d'ailleurs. Mais ça faisait quelques années, dans le courant d'ailleurs de l'Uni, où on travaillait avec un ami pour tester des jeux vidéo. On était payé pour écrire des articles dans les journaux et tester des jeux vidéo. Donc, quand on est jeune et un peu geek, c'est absolument merveilleux. Donc, on avait même monté, ça me faisait un bel exercice pratique, une petite société pour justifier de recevoir des jeux en avance, du monde entier, de tester, etc. Et on a eu le choix, à la fin des études, de soit continuer comme ça en hobby ou de passer à créer des jeux pour des sociétés. Et c'est ce qu'on a fait. On a engagé 2 personnes et on s'est lancé dans la création de jeux vidéo sur mesure publicitaires. Donc maintenant, ça a un nom, ça s'appelle l'Advert Gaming. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça. Et c'était vraiment de faire des jeux sur mesure pour des annonceurs en Suisse. D'accord. Sur Internet. Donc un exemple Un exemple, on avait fait une aventure pour Opel, par exemple, une aventure complète où le héros est un espèce de Magnum. La référence date un peu, mais à la place d'avoir sauf erreur, il a une Ferrari Magnum. En tout cas, donc je précise que c'est un personnage de série des années, début des années 90. Et nous, l'enquêteur, il avait une Opel, la Speedster, une Opel de sport, et puis on a créé une aventure, vraiment un vrai jeu d'aventure autour de ce personnage et de cette Opel, et du coup on faisait du placement de produits. Okay. Et ça permettait aux gens de s'inscrire et de revenir toutes les semaines, donc de fidéliser les gens, de présenter la marque sous un autre jour. C'était vraiment de la publicité un peu évoluée, où on intégrait les gens dans une aventure. Ok, trop bien. Donc avant-gardiste, si je ne me trompe pas, c'était au début des années 2000 que Absolument. vous avez fait ça. Moi, je suis sorti des études en 2000 et on s'est lancé directement. Juste à l'explosion de la bulle Internet. C'était un bon timing. Mais ça ne nous a pas péjoré parce que de nouveau, on proposait des choses un peu différentes. Mais voilà, on avait des contraintes qui n'étaient pas celles de maintenant. Le web n'était pas celui de maintenant. Il y avait encore des modems 56.6, il y avait des modems 28 même. Donc on devait vraiment programmer pour être le plus léger possible. Du coup, plusieurs fois, tu as dit on a fait, on a travaillé, on a engagé. Oui. Ça veut dire que vous étiez plusieurs associés? Oui, je me suis associé avec un ami qui n'est plus mon associé, mais qui est resté mon ami. C'est important parce que maintenant, dans le rôle actuel, on voit, je vois beaucoup de gens qui créent des sociétés et puis comment s'associer et avec qui s'associer est un sujet qui est particulièrement intéressant à traiter. Voilà. Donc, cette aventure, elle a duré 3 ans, si je ne me trompe pas, oui. Pratiquement. Où vous avez du coup développé des jeux sur mesure dans l'Advert Game. Et après, vous vous faites racheter. Oui, si on est intégré dans une agence de communication qui s'appelle Trio, qui est la plus vieille agence de communication indépendante de Suisse, créée en 1931. Et ils nous ont intégrés pour apporter tous les aspects nouveaux médias. C'était une agence un peu traditionnelle, de réclame, comme on appelait ça à l'époque. Et le directeur avait la volonté de faire un virage un peu plus numérique. Ça commençait à venir. Et puis du coup, il a intégré un de mes collègues et moi dans l'agence, et pour laquelle j'ai travaillé plusieurs années, où j'ai pris la responsabilité du département nouveaux médias, on appelait ça comme ça, ou cross-média. On a travaillé sur des jeux aussi au niveau national, donc c'était intéressant parce que c'était une prolongation. Et puis après, j'ai pris la direction de l'agence de Lausanne, pendant que le directeur allait ouvrir à Zurich. Okay.
Et puis, donc c'était une autre aventure. Là, on passait à un échelon. Donc c'était l'aventure agence de communication. Et juste pour revenir sur le rachat, ça m'intéresse juste de rentrer dans le détail si tu veux. C'est vous qui avez cherché à revendre, ou bien est-ce que ça a été une approche et puis du coup c'était plus une fusion C'était plus une fusion. L'agence avait une quinzaine de personnes, hein, nous on était 4. On avait travaillé ensemble sur un gros projet pour Ovomaltine. Ça s'était bien passé. Et puis nous on a dû faire un choix à un moment donné sur la méthode de croissance. Et puis, après moult réflexions avec mon associé, on a décidé de ne pas chercher de l'argent pour grossir. Et du coup, l'opportunité s'est faite de nous intégrer dans une agence existante. Donc, c'était un beau chemin pour continuer sans avoir à nous aller chercher, lever des fonds. Pour quelque chose dans le service, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas forcément d'effet de levier. Donc c'était une magnifique opportunité. Donc, tu passes de casquette d'entrepreneur à intrapreneur pratiquement, si je comprends bien, puisque absolument. Tu vas du coup prendre la direction donc, du département Nouveaux Médias et après d'une agence. Et puis du coup, cette aventure, elle dure 6 ans pratiquement, oui. Jusqu'en fin 2008. Comment est-ce que tu vis du coup ce passage de tu avais ta société à tu rentres dans un média traditionnel et puis tu as du coup d'autres choses, d'autres challenges? J'ai pas vu énormément de différence. J'ai pas vécu énormément de différence parce que l'équipe, le monde des agences est un monde qui est dynamique, qui bouge beaucoup. C'est des équipes qui sont jeunes. Il y avait une vraie volonté de changer un peu l'esprit de l'agence qui avait très bien fonctionné, mais qui était en train un peu de louper un virage. Et du coup, l'énergie, elle était excellente avec des nouvelles personnes qui arrivaient. Et puis moi, j'ai peu senti la différence. Ce que moi, j'ai pu voir, c'est qu'on avait le moyen, avec une plus grande équipe, de faire des plus gros projets. Et puis c'était intéressant parce que du coup, je me transformais aussi on appelle ça account manager. Donc, j'étais entre la création, les graphistes ou autres, ou le directeur artistique, et le client. Donc du coup, c'est un métier de contact. Et puis ça j'ai toujours beaucoup aimé. Ok, top. Donc tu avais vraiment plusieurs casquettes. Oui. Puis après, comment s'est passée la fin de cette aventure ? La fin de l'aventure Trio, c'est aussi de nouveau prendre un peu de recul et puis se poser des questions sur ce qu'on veut réellement faire. Le monde de l'agence, c'est génial, ça se développe bien, mais c'est un monde qui est assez dur. Il y a beaucoup de concurrence entre les agences, les clients, c'est vraiment pas toujours évident. Il y a beaucoup de négociations et puis c'est une atmosphère qui, au bout d'un moment, est un peu pesante. Donc c'est très stimulant. Mais au bout d'un moment, on n'a pas fait le tour, on n'a jamais fait le tour d'un métier, on pourra peut-être en reparler. Mais il y a vraiment une volonté de prendre du recul. Et puis du coup, j'ai quitté l'agence pour me donner le temps de réfléchir. Ça m'a donné l'occasion de réaliser un rêve. J'ai fait mon brevet de pilote d'hélicoptère. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai pu faire dans cette période-là. Et j'ai développé des compétences plus dans la finance, que j'ai ensuite été proposé comme service chez Genilem. Ok. Et il se trouve qu'il y avait une place de coach ouverte. J'ai postulé et j'ai eu la place. Okay. Donc voilà comment tu as fait le switch pour arriver jusqu'à Absolument. Genilem. Mais, du coup, juste la parenthèse là que tu as évoquée, donc tu as décidé de partir pour prendre du temps, du recul, revoir un peu quelles étaient tes envies, tes motivations. C'est important pour toi de faire ce pas un peu en arrière de temps en temps pour avoir une vue un peu plus éloignée avant de te dire ok, je suis sur la bonne voie, je suis aligné ou bien je change. Oui, c'est quelque chose qui permet de toujours être aligné avec ce qu'on veut faire ou qui on est, parce que la vie, elle change, il y a vraiment des événements qui arrivent dans la vie, et puis ça permet toujours de prendre un peu de recul. Oui, pour moi, c'est important de prendre ce recul régulièrement.
Ce qui va très bien avec un rôle de coach d'ailleurs, puisque c'est aussi ce qu'on offre nous aux entrepreneurs. Et puis là, j'ai eu cette occasion de le faire, donc c'est précieux, c'est important. Et du coup, tu commences ton aventure chez Genilem avec pas le rôle que tu as actuellement, mais de coach. Donc, je pense que tes expériences passées avec ton entreprise que tu as cofondée et ton aventure chez Trio te permettent d'accompagner des jeunes entrepreneurs, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, jeunes pas par l'âge mais par l'expérience de l'entrepreneuriat. Et du coup, ça se passe comment cette partie d'accompagnement ? Alors effectivement, le bagage d'entrepreneur aide beaucoup quand on veut être coach, même si on doit faire attention à ne pas imaginer que toutes les expériences sont pareilles et puis que les chemins doivent être les mêmes. Hein. Ça, c'est une chose qu'on apprend très vite en tant que coach, c'est de ne pas trop calquer sa propre expérience sur celle des autres, mais de prendre ce recul et de partager son propre parcours sans dire que c'est comme ça qu'on doit faire. Ça, c'est important. Donc, le passage s'est fait assez naturellement. De nouveau, c'est un milieu qui est très dynamique. Moi, j'ai été confronté, on recevait 100 à 150 porteuses et porteurs de projets par année, par coach, chez Genilem, pour des rendez-vous qu'on appelle de diagnostic. Donc, c'est un des services qu'on offre. C'est la possibilité de se confronter à la vue d'une ou d'un coach en développement d'entreprise ou en création d'entreprise pour savoir vers où aller, quelle direction prendre, quelles sont les prochaines étapes. Et ça, c'est très stimulant parce qu'on se sent directement très utile et puis ça oblige à prendre la vue, un peu la vue d'extérieur, la vue, la hélicoptère view, comme on dit. Et puis du coup, ça s'apprend, c'est en se confrontant aux autres et puis en ayant la curiosité de s'intéresser au projet qu'on reçoit pour aller creuser vers là où la personne elle a peut-être quelques manques dans sa méthodologie, dans sa technique, des choses comme ça. Et puis on va leur apporter des outils et on va les orienter vers ce qui semble être le meilleur parcours pour eux. Ok. Et vous avez des spécialités, en fait, chaque coach, ou bien vous êtes hyper ouvert? Est-ce que vous avez des industries, ou bien des moments de process, ou de niveau dans une entreprise? Alors, chaque coach arrive avec sa propre expérience. Tous les coachs maintenant chez Genilem ont eu ou ont une expérience entrepreneuriale à côté, ce qui n'était pas forcément une obligation avant. Hein. Non, on aime se définir comme les généralistes de la création d'entreprise, vraiment dans le sens noble du médecin généraliste qui a une vision sur tous les aspects de l'entreprise, y compris de l'entrepreneur. Et ça, c'est important. Donc, on n'a pas de verticale forte. On n'a pas de spécialité. Évidemment, moi, je suis arrivé avec mon bagage et de communication et dans le digital. Donc, je pouvais apporter peut-être des éclairages plus précis sur certains points. J'ai des collègues qui étaient dans la logistique, donc ça permet d'avoir d'autres éléments aussi. Mais le but, nous, c'est de rester général. Parce que ça permet d'avoir une vision à 360 degrés de l'entreprise, donc de pouvoir aussi bien aiguiller ou interroger sur le recrutement, le développement, la vente. C'est un gros point chez nous, c'est d'aider à vendre. Ça peut être sur la personne en tant que telle, sur les finances, même la comptabilité si besoin. Voilà, c'est vraiment une vision générale. Donc ça, c'est le rôle que tu as eu pendant 6 ans, si je ne me trompe pas à peu près. Quelque chose comme ça. Même un peu plus. Un peu plus. Et puis du coup, après, il y a encore un changement de casquette où tu passes du coup directeur de Genilem. Oui. Et ce passage, comment ça se déroule ? Effectivement, j'ai pris la direction de Genilem il y a tout juste 5 ans. Et c'était un recrutement interne. C'était un recrutement ouvert. On a eu un changement de direction. Il y a eu 2-3 changements de direction en peu de temps. Et
là, le conseil a décidé de faire confiance à quelqu'un de l'interne. C'était une première. Il faudrait en parler à mes collègues pour savoir comment ça s'est passé. Mais a priori, ça s'est plutôt bien passé parce que les gens sont restés. Parce que c'est ce qui est important. Hein. On peut aussi voir comment ça se passe dans une entreprise, si les gens restent, s'ils sont motivés. Et pour moi, j'ai jamais eu la volonté de prendre la direction de Genilem quand j'étais coach. Mais quand les choses ont pu être organisées et on a eu une direction pendant un moment qui était beaucoup plus participative, et ça nous a vraiment permis de refondre un peu l'organisation dans Genilem et la façon de fonctionner. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était un bon moment pour proposer ma candidature. Et ça a passé, et du coup, on a maintenant une organisation qui est, je dirais, participative, où j'essaye d'intégrer toutes les personnes. On est une petite équipe, hein, on est 11. Mais ce passage, j'ai été surpris moi-même par ce passage, parce que je me posais beaucoup de questions, notamment de représentation. C'est mon rôle maintenant d'aller chercher des parrains. Donc d'aller trouver des financeurs pour l'association. Et ce n'était pas un rôle que je me réjouissais d'avoir. Et au final, c'est un rôle qui se passe bien, parce qu'à nouveau, on revient sur les contacts. C'est avoir des contacts, c'est nouer des contacts, c'est de parler avec les gens. Et puis, c'est de vendre Genilem. Et ce qu'on fait, notre mission, c'est une belle mission. C'est une mission qui fait du sens, qui a de l'impact positif pour la société. Donc, c'est assez naturel et c'est facile à faire. Donc on va revenir un peu plus en détail après sur Genilem. Et du coup, aujourd'hui, donc tu as mentionné, tu vas chercher des parrains pour la fondation, l'association, pardon. L'association. Et c'est quoi tes autres casquettes? Et tu continues à coacher des entreprises, ou est-ce que tu fais d'autres choses? Je coach encore une entreprise. Non, je fais plus de coaching. C'est un peu de management. C'est de la représentation. C'est des podcasts. C'est de la gestion du conseil, donc de la gouvernance. On a un conseil d'administration, on a un conseil d'association. Et du coup, c'est de la stratégie. Et puis, c'est d'être avec les gens. C'est de participer à des jurys pour des prix. C'est faire un peu d'aspect financier. Et puis oui, c'est de rencontrer nos parrains. D'aller en chercher, mais c'est aussi de rencontrer. On a plus d'une 50aine d'entreprises qui nous soutiennent. Et puis, c'est de les voir régulièrement pour comprendre leurs besoins, pour voir s'ils sont satisfaits de leur investissement, entre guillemets, dans Genilem. Du coup, aujourd'hui, tu arrives à avoir un quotidien ou une semaine un peu type, où c'est vraiment des rencontres et du coup, tu bouges beaucoup, tu rencontres plein de gens? On est une association où on a 2 bureaux. On est Val-d'Eau-Genevois. C'est une particularité de Genilem. Donc, je travaille à peu près à mi-temps sur Vaud et à mi-temps sur Genève. Donc, ça me permet aussi de connaître et de voir le fonctionnement des 2 cantons. Donc, c'est intéressant parce que économiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes cantons. C'est des différences que j'ai pu découvrir en arrivant chez Genilem. Ouais, une semaine type, je dirais que c'est 40% de rencontres et de rendez-vous. Je pense grosso modo, c'est ça. C'est beaucoup de discussions avec les collègues, des discussions informelles pour voir ce qu'on peut améliorer, pour partager. On est beaucoup dans le partage entre collègues, parce que c'est comme ça, quand il y a un cas particulier de coaching qui pose des questions, c'est en discutant avec les autres qu'on va trouver des solutions. Donc, je dirais il y a 20% de temps avec mes collègues, de discussions, formelles ou informelles. Il y a, je pense, une 40aine de rencontres de parrains, de partenaires de l'écosystème. Il y a bien 20-30% d'admin. Il y a quand même, il faut faire des choses, même si, de nouveau, j'ai la chance d'avoir des collègues qui font... Tout tourne très bien. Et ça, c'est peut-être un point extraordinaire. C'est que le rôle de manager, je l'ai découvert vraiment chez Genilem. Et on se rend compte que si ça tourne bien, le rôle de manager, c'est juste de faire que ça continue à bien tourner. C'est
c'est de laisser les gens faire bien leur travail, de leur donner les moyens de le faire bien. Et puis après, ça se passe. C'est merveilleux. Top. Ouais, c'est assez magique. C'est assez magique à voir quand une équipe tourne bien, quand les gens s'entendent, se respectent, et puis qu'il y a un respect mutuel. Et ben en fait, ça avance dans la bonne direction. Les gens sont motivés à apporter des nouvelles idées. Et puis après, il faut un petit peu arbitrer. Mais c'est un rôle qui est assez limité. Et tu penses que c'est justement parce que il y a tout cet impact que tu disais, c'est une belle cause, et du coup tu crois que tu penses que ça fait partie de toute la motivation en fait de tes équipes du coup? Oui, clairement. J'ai des gens. On est chez Genilem tous avec une volonté d'aider les entrepreneurs parce qu'on considère que les entrepreneurs, ce sont les plus à même à changer le monde et à changer le monde dans une bonne direction. Et du coup, notre why, quand je suis arrivé à la direction, on a tout de suite fait ensemble un tour de table pour savoir le pourquoi on veut aider les gens, ou qu'est-ce qui motive les gens à venir travailler. Puis très vite, on est tombé sur le fait que oui, nous, on va aider les gens à rendre le monde meilleur, si on veut. Donc c'est facile d'être motivé quand on a cette raison d'être en tant qu'association et que tout le monde tire à cette corde-là. Les choses, elles se font naturellement. Donc oui, clairement, c'est important. Du coup, si on rentre un petit peu plus en détail dans ce que vous faites vraiment pour aider les gens qui lancent des projets, est-ce que tu arrives à me donner un exemple concret de c'est quoi quelqu'un qui vient faire appel à Genilem? Alors, on a 3 services chez Genilem. Un dont j'ai un tout petit peu parlé déjà, c'est le diagnostic. On reçoit 450 porteuses et porteurs de projets par année pour un diagnostic de projet. C'est ouvert, tous nos services sont offerts, c'est important, grâce au soutien de nos parrains. Donc c'est sans frais pour les entrepreneuses et entrepreneurs. Donc le premier service, c'est diagnostic pour orienter, pour cadrer, pour aider, pour comprendre, et du coup ça permet de partager son projet avec une ou un professionnel. On a, deuxième service, quelques formations, qui est le seul service payant. Il y a une formation d'une journée, qui est une journée de coaching d'ailleurs avec un coach pour faire avancer concrètement son projet, mais on offre quelques formations. Et puis le cœur de notre métier, le troisième projet, c'est l'accompagnement sur sélection. Donc c'est-à-dire qu'on a 15 nouvelles entreprises par année qui sont sélectionnées par Genilem pour être accompagnées pendant 3 ans. Et là, le service, c'est pendant 3 ans, vous avez un rendez-vous par mois avec un coach qui va vous permettre d'avoir une vision, de prendre le recul sur votre business et qui va vous accompagner pendant 3 ans dans le développement de votre entreprise. C'est tout le but. L'origine de Genilem, c'est vraiment une association de développement économique. Nous, on cherche à rendre les entreprises innovantes plus pérennes. Et on voit que pour pérenniser une entreprise, le coaching sur les premières années est absolument capital. Les statistiques montrent que c'est en tout cas 20% de survie en plus pour les entreprises qui ont un coaching, quel qu'il soit. Donc c'est ça notre objectif, nous, c'est de pérenniser les entreprises innovantes. Et ça, c'est important. Pour nous aussi, on a l'innovation en ligne de mire, mais ce n'est pas que l'innovation technologique. C'est l'innovation au sens très large. Donc ça peut être une innovation de business model, ça peut être une innovation de communication. Donc ça, c'est vraiment un point différenciant aussi. C'est qu'on aide toutes les entreprises qui ont une innovation. Mais pour nous, une innovation, c'est une façon de se démarquer. Donc ça, c'est le point commun de toutes les entreprises que vous accompagnez. Oui, c'est même le I de Genilem. Genilem, ça veut dire Génération Innovation Lémanique. Donc le I, avec le point sur le I, c'est innovation. Il faut avoir une innovation, exister depuis moins de 3 ans et avoir la volonté ou un business model qui permet de créer des emplois. Et maintenant, on ajoute, il y a le critère d'impact qui prend de plus en plus d'importance. Donc impact, que ce soit social, écologique. Exactement. Ok. Et donc tu m'as expliqué plein de choses là, donc on va pouvoir revenir un petit peu sur tout ça. Donc peu importe l'industrie, dès le moment où c'est innovant, le dossier peut être pris en compte. Oui. Pour un diagnostic en premier. Absolument. Et si je ne me trompe pas, vos accompagnements
Autant c'est sur... vous faites des journées de pitch, si je ne me trompe pas, de sessions de pitch, pour pouvoir en fait sélectionner en fait de temps en temps. Absolument. On a le parcours du diagnostic jusqu'à l'accompagnement est composé d'au moins 4 sessions de pitch, une fois devant les coachs, une fois devant et plusieurs fois devant les parrains de Jenny Lem. Donc, devant nos soutiens. Donc, on va exercer ça. C'est un des aspects importants, c'est de savoir parler de son projet. Une fois en 3 minutes, une fois en 5 minutes, une fois en 10 minutes, parce qu'il faut toujours parler, parce que quand on parle de son projet, on a des feedbacks. Donc, ça, c'est une chose qu'on encourage effectivement. Mais oui, il y a un parcours qui fait qu'on passe d'à peu près 100 personnes, sans entreprise, sans entreprise. Sans entreprise, voilà, sans projet, pour arriver à une quinzaine de nouveaux accompagnés. D'accord. Alors, je reviens juste sur un aspect que tu as mentionné avant, que je l'ai noté pour ne pas l'oublier. Tu as mentionné que c'était offert pour les porteurs de projets. Oui. Et du coup, c'est financé uniquement par les parrains ou il y a une partie aussi de la fédération ou des cantons, ou je ne sais pas trop. Des cantons. Des cantons. Okay. On a à peu près un tiers de notre financement qui est apporté par les cantons de Vaud et de Genève et de certaines communes genevoises. On a un tiers qui vient de mandats. On a des mandats de coaching qui sortent un peu de notre mission. On a un mandat aussi avec l'État de Vaud, avec le service de l'emploi, pour ce qui est mesure SAI, soutien à l'activité indépendante, où on apporte une analyse d'un business plan pour les gens au bénéfice de l'assurance chômage qui désirent se lancer en indépendant. Et un tiers vient des parrains de Jenny Lem. On a une 50aine d'entreprises qui nous soutiennent financièrement parce qu'ils croient en la mission de Jenny Lem. Et là, on a des entreprises comme la Mobilière, Vaudoise Assurance, on a Procter & Gamble, et on a aussi des entreprises plus locales, Bernat Associés, Baudin Imprimerie, etc., qui versent une cotisation, qui sont membres de l'association et qui nous permettent de faire ce qu'on fait. Et ces parrains-là sont intégrés dans la vie de l'association puisqu'ils font partie des comités qui décident de qui va être accompagné ou pas. Ok, donc c'est vraiment, ils deviennent à part entière membres de la vie de l'association pour aussi apporter du soutien ou du coaching. Enfin, oui. Je ne sais pas si c'est du coaching qu'ils apportent, mais... Non, mais ils apportent, parce que c'est important de noter que ce qu'on gagne quand on est accompagné, c'est non seulement un coach tous les mois, mais il y a d'autres services de mise en relation, et notamment on a créé des challenge boards où c'est une simulation de conseil d'administration pour les entreprises qu'on accompagne, composée souvent d'un parrain, d'un spécialiste d'un domaine et souvent d'un alumni, un ancien accompagné, pour aider les entrepreneurs à réfléchir en N+1. Donc vraiment de commencer à se préparer à traiter avec un conseil d'administration. Et ça, c'est quelque chose où on intègre les parrains aussi directement. Ok. Et tu as mentionné que vous accompagnez des projets qui ont vocation à être viables économiquement et surtout à générer de l'emploi. Ça veut dire concrètement qu'il y a une sélection qui est faite sur le type de projet dès le départ, s'il peut croître ou non. Oui, on ne cherche pas à créer des licornes. C'est très bien, hein, les licornes, tant mieux pour le canton de Vaud, notamment d'en avoir, ou de Genève. Mais pour nous, le tissu économique, il est avant tout composé de PME viables, des petites ou des grandes PME. Et notre objectif, nous, c'est de générer des nouvelles PME et les PME de demain. Donc, oui, on accompagne de temps en temps des gens qui peuvent devenir des licornes. Par contre, nous, ce qu'on va regarder, c'est la création d'emplois quand même. C'est-à-dire, même si c'est 3-4 emplois, c'est magnifique, c'est une belle réussite, mais quelqu'un qui veut rester seul, on ne va pas pouvoir l'accompagner. Par essence et dans nos statuts, le business model doit permettre l'engagement de personnes. Donc, si c'est juste un consultant qui veut rester tout seul, il ne va pas pouvoir être accompagné. Vraiment parce qu'on a un objectif de développement économique, mais de nouveau, on ne doit pas générer des entreprises qui ont 200 emplois. C'est pas forcément le but. Si ça arrive, tant mieux, mais ce n'est pas l'objectif. Ok, intéressant. Et du coup, vu que tu as parlé donc, d'innovation, est-ce que tu arrives à m'expliquer ce que c'est l'innovation ?
ou à me donner une définition. Alors, l'innovation, on a toujours décrit ça, on a beaucoup utilisé les 3 A de l'innovation. Pour nous, était une innovation quelque chose qui rentrait dans ces 3 A. Et les 3 A de l'innovation, c'était ailleurs. Donc, faire venir quelque chose qui existe dans un autre pays, en Suisse, c'est déjà une innovation. C'est autrement, faire les choses autrement. Là, c'est un changement de process, de business model, etc. Et c'est autre chose. Et le autre chose, souvent, c'est là qu'il y a l'innovation technologique, un autre produit, etc. Mais du coup, c'est très large. Parce que typiquement, on a accompagné Dr Gabs, qui est une bière, au demeurant peu innovante. Et ben, quand ils ont été accompagnés, ils avaient une innovation de communication, ils avaient une tonalité qu'ils ont gardée, mais une tonalité particulière. Et ils avaient une innovation de distribution. C'était les seuls à garder le lien direct avec leurs clients en livrant eux-mêmes. D'ailleurs, une innovation, c'était peut-être une petite chose, mais qui leur a apporté beaucoup de différenciation dans la compréhension du client. Donc ça peut être des innovations pour nous qui vont très bien. Non-Stop Gym aussi, c'est une innovation, c'est un fitness ouvert 24 heures sur 24. Ce n'est pas une innovation technologique, c'est une innovation, de nouveau, marketing et de process. Ils ont dû mettre en place des choses pour pouvoir être ouvert 24 heures sur 24, mais ce n'est pas une innovation qui va révolutionner le monde ou qui est brevetable. Maintenant, on n'utilise plus forcément ces 3 A. Nous, on dit simplement qu'une innovation, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir une différenciation, un avantage compétitif durable sur la concurrence. Donc ça reste très large. Et d'ailleurs, on a on a donné un nom à cette innovation, pas forcément technologique, c'est l'innovation silencieuse, parce que c'est une innovation dont on parle beaucoup moins dans les médias et qui pour nous doit être mise en avant parce que c'est vraiment ce qui fait la richesse du tissu économique suisse. C'est des PME qui innovent dans leur domaine. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un peu je lisais un article qui mentionnait les grandes entreprises en Suisse. Puis il y en a, grandes entreprises, je crois que c'est plus de 200 employés, si je me trompe. 200 ou 250. Voilà. Et je crois qu'il y en avait moins de 500. C'est tout à fait possible. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vraiment, oui. Et du coup, je me suis dit, donc si, imaginons, j'ai envie de viser avec un produit ou un service que les grandes entreprises en Suisse, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, c'est vraiment ce que tu dis, la majorité, c'est des PME qui créent en fait les emplois et puis la richesse en fait. Absolument. Et puis il y a de la concurrence, donc il faut innover pour sortir du lot, localement, régionalement ou mondialement. Et on a, quand on regarde un peu, on a des PME en Suisse romande qui sont leaders mondiaux sur un domaine dont personne ne connaît rien. C'est assez extraordinaire de voir le niveau d'excellence de certaines PME, de moins d'une centaine d'employés, qui font des produits qui se vendent dans le monde entier. Donc c'est ce genre de projets-là qui sont intéressants aussi. Et du coup, je vais revenir juste sur aussi une mention que tu as dit, c'est l'importance du coaching au démarrage d'un projet. Je trouve toujours intéressant de comparer. Typiquement, tous les sportifs ont un coach et il n'y a pas de question à se poser là-dessus. C'est ça qui pousse à la performance. Et du coup, je trouve intéressant qu'il y ait des associations comme Genilem qui en fait permettent de être coaché aussi pour un projet. Et comme il y a des psychologues pour coacher en fait les gens dans leur vie personnelle. Et je trouve intéressant de faire ce parallèle parce que dans certains domaines, on ne se pose pas la question. C'est obligatoire, en fait, on prend un coach pour être performant. Et dans d'autres domaines, c'est totalement l'inverse. On se dit, non, si je dois être accompagné, c'est qu'il y a un problème ou c'est que ça va pas. Donc, Non, mais le parallèle est bon parce qu'on le vend souvent comme ça. On dit, mais même Federer a toujours été coaché pendant sa carrière. Et oui, dans le sport, c'est totalement normal. Et dans l'entrepreneuriat, nous, on a un peu ce rôle. Et on ne va pas se comparer au coach de Federer, mais on a ce rôle de sparring partner aussi. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont assez seuls à la tête de leur entreprise parce que c'est des mono-entrepreneurs, ou en tout cas ils n'ont pas forcément de partenaires. Et puis il y a aussi ce rôle de pouvoir échanger, et ça c'est aussi riche. En plus d'avoir des connaissances évidemment dans des domaines particuliers, c'est vraiment cet échange qui est privilégié. Et du coup, j'ai une dernière question par rapport à Genilem, c'est à quel point vous êtes intégré ou bien vous faites des échanges avec toutes les autres fondations, associations. Il y a
Enfin, il y en a plein, enfin, je vais pas les nommer, mais non, mais il y plein. a, que ça soit Innovo, que ça soit la Fongite, Platine, Innosuisse, la Fondetech à Genève, absolument. Il y a un tissu qui est extrêmement riche, qui est très très riche en Suisse romande, qui s'est développé. Nous, on date de 1995, donc c'était très innovant à l'époque. Il y a eu plusieurs innovations, notamment le fait d'être sur 2 cantons et le fait d'être un partenariat public-privé dès l'origine. Et c'était vraiment une originalité, Genilem. Maintenant, il y a beaucoup plus d'acteurs, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. L'esprit entrepreneurial en Suisse romande s'est développé, c'est très très bien développé. C'est une très bonne nouvelle. Moi, quand j'ai fini mes études en 2000, j'ai eu aucun cours sur l'entrepreneuriat. Aucun, rien. Vraiment, ça n'existait pas. Et puis maintenant, dans toutes les facultés, à l'EPFL, à l'Uni, on va à un moment donné parler d'entrepreneuriat. Donc le monde a vraiment changé et c'est tant mieux. Et pour répondre directement à la question, nous on est intégrés, c'est-à-dire qu'on rencontre souvent les gens. Moi je suis dans le domaine depuis un moment. Ça permet aussi de se lier avec les autres associations assez naturellement. Et puis les cantons, puisque souvent les cantons soutiennent plusieurs associations, nous poussent à nous coordonner, à nous mettre ensemble. Et puis ça marche très bien. C'est une belle réussite. Je reviens juste sur le fait qu'aujourd'hui, justement, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. On est, selon les parcours qu'on fait, que ce soit ingénieur ou du coup HEC, on a souvent un cours ou plusieurs cours d'entrepreneuriat, de gestion de projet, business plan, etc. Est-ce que aujourd'hui, tu trouves que c'est bien enfin, j'ai l'impression que ça fait 5-6 ans qu'on pousse beaucoup les gens à se dire il faut monter un projet, et en gros, si tu montes pas de projet, bah, c'est pas bien. Et toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Je pense que l'entrepreneuriat doit être accompagné, doit être soutenu, c'est important. Par contre, ça doit rester quelque chose qui vient de soi. C'est-à-dire qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a vu un problème et qui se dit qu'il a une solution qui n'existe pas encore pour résoudre ce problème. Donc, on ne peut pas pousser tout le monde à être entrepreneur. C'est quand même une façon de voir les choses particulières. Donc, oui, l'entrepreneur, c'est des gens qui sont maintenant bien mis en avant, et tant mieux. Notamment, il y a tout la gestion maintenant de l'échec, où là aussi les choses ont bien changé. Avant, l'échec était stigmatisé. Je trouve que maintenant, l'échec entre guillemets entrepreneurial est considéré comme un apprentissage. Donc les choses changent. Mais non, pour moi, tout le monde ne doit pas être entrepreneur. Non, il n'y a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, par ton parcours, tu as montré, tu en as parlé avant, que l'entrepreneuriat, donc être proactif à l'interne, c'est tout autant motivant. C'est ce que tu m'as dit. Absolument. Ah oui. Non. Et puis ici, il n'y avait que des entrepreneurs, ce serait aussi compliqué. Donc non, c'est une bonne chose. Il faut encourager. Il y a de plus en plus des gens qui sont entrepreneurs à temps partiel aussi. Donc il faut encourager. Mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, ou tout le monde n'a pas trouvé une solution originale à un problème existant. Et d'ailleurs, par rapport juste à ça, pour toi, c'est quoi est-ce que tu as une vision sur c'est quoi le mode de travail futur à long terme, je dirais? Parce que je vois aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui font plusieurs choses. Ils ont c'est le mot, je crois, à la mode, c'est side project, qui ont en fait une casquette ils ont un travail fixe et puis ils font plusieurs petits trucs à côté. Est-ce que tu penses que ça va être de plus en plus le cas? Oui, parce que je pense qu'on arrive vers une génération de gens qui a envie de donner du sens. Et puis pour donner du sens, je pense qu'il y a une certaine variété qui est nécessaire pour se stimuler. Et du coup, on va aller vers de plus en plus de slashers pendant un moment. Voilà, c'est un peu le terme, je crois, qui accumule des jobs. Maintenant, si une entreprise, elle offre une grande variété dans le travail, je pense qu'il y a des gens qui vont continuer à faire un seul travail.
Donc oui, on va arriver à un maximum de X% de gens qui auront plusieurs projets, mais ça ne sera pas pour tout le monde non plus. Parce que il faut avoir beaucoup d'organisation pour arriver à mener plusieurs projets de front. Et puis, ça n'intéresse pas tout le monde. Non, c'est clair. Top. Dernière question dans cette partie. Du coup, tu as mentionné, il y a beaucoup d'associations, de fondations, de groupes qui aident les entrepreneurs ou les lanceurs de projets. Si tu dois passer un message pour qu'ils viennent chez Genilem plutôt qu'ailleurs. Alors moi, j'ai pas forcément envie qu'ils viennent chez Genilem plutôt qu'ailleurs. C'est le point, c'est si vous posez des questions sur le projet, venez chez Genilem parce qu'en 30 à 45 minutes, vous aurez un retour de quelqu'un dont c'est le métier. Et ça, tous les organismes ne l'offrent pas forcément parce que le soutien étatique, nous permet d'offrir ce guichet ouvert à un maximum de gens. Donc venez, si vous avez un projet, que vous posez des questions, qu'il soit innovant ou moins innovant, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec un coach. En général, dans les 4 ou 5 jours, vous avez un contact direct avec quelqu'un. Donc profitez-en, on est exactement là pour ça. Et il y a une limite de projet qu'on peut soumettre ? Non. Non ? Ok. Donc les gens, ils peuvent venir quand ils veulent. Oui, bah alors il faut prendre rendez-vous. Mais oui, absolument. Okay, non, on est vraiment là pour ça. Top. Alors, je propose qu'on passe à la dernière partie de l'épisode. Au long de ton parcours, est-ce que tu as eu des moments de doute ou des difficultés particulières ? Tu me mentionnais à un moment donné que tu as fait en fait, de temps en temps un petit pas en arrière pour te reposer, pour être sûr de te réaligner. Oui, à chaque gros changement, à la fin de l'aventure entrepreneuriale, où on ne savait pas dans quelle direction aller, est-ce qu'on devait engager des fonds, est-ce qu'on s'endettait ou pas, oui, c'est toujours des moments qui sont difficiles, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. À la fin de Trio aussi, c'est des moments où on se pose la question de ce qu'on veut faire, de où on veut aller. Et puis pour moi, ça c'est assez sain. Mais les moments aussi plus compliqués, clairement, quand j'ai quitté mon rôle de coach pour prendre le rôle de la direction, c'est se confronter à un autre monde. C'était très agréable parce que je connaissais et les collègues et le domaine. Mais oui, on se pose des questions sur soi, on se demande si on va y arriver, on se demande comment y arriver. Donc c'est à chaque fois des moments qui sont pas toujours agréable parce qu'on est dans un inconfort. Alors il y a les entrepreneurs, ils aiment souvent être dans l'inconfort parce que c'est comme ça qu'ils performent, c'est comme ça qu'ils trouvent eux l'énergie pour aller de l'avant, mais c'est particulier. Donc oui, il y a eu des moments comme ça où on doute, où on se dit mais est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que les gens vont apprécier ce qu'on fait, ou qu'est-ce que je fais si ma société elle s'arrête. Et c'est ce pas de recul en fait qui te permet de refocus, de passer en fait ces difficultés. Oui, c'est ça, et c'est les discussions. C'est d'en parler aux personnes autour de moi, à mes proches ou à mes collègues. Ça peut être aussi ça, on peut s'ouvrir de ce genre de choses. Et c'est comme ça. De nouveau, c'est un regard externe. J'ai aussi fait appel à un coach à un moment donné. Parce que en tant que coach, on imagine bien que moi je considère que c'est quelque chose d'important. Et de faire appel à un coach pour soi-même, c'est génial. Quand il y a un professionnel qui pose juste les bonnes questions pour nous faire avancer. Et ça, c'était à quel moment ? C'était quand tu es passé directeur ou avant ? C'était au passage de direction. Ouais. Ça, c'est intéressant, je trouve, parce que il y a une théorie qui dit que souvent, les grosses structures, en fait, les personnes qui sont promues sont souvent les meilleures à leur étage, en gros, pour dire ça, si c'est une hiérarchie, et qu'en fait, ils gradent. Puis après, peut-être ils sont de nouveau les meilleurs à ce niveau-là, du coup, ils gradent. Puis en fait, ils arrivent à un moment où ils sont dans l'incapacité de gérer en fait, tout ce qu'on leur demande. Et par contre, ils ne repassent pas au niveau en dessous. C'est rare. Du coup, avec le temps, on Principe arrive... de Peter, non ? C'est pas quelque chose comme ça. Possible, Oui.
Et qu'au final, si une entreprise dure longtemps, on retrouve des niveaux d'incompétence à tous les étages, enfin les gens incompétents à tous les étages. Et je trouve ça intéressant que au moment où tu as switché, que tu aies pris en fait le recul de dire ok, je dois peut-être me faire accompagner parce qu'en fait c'est plus le même métier. C'est plus le même métier. C'est absolument. C'est différent. Il faut être beaucoup plus au service. Alors avant, j'étais au service des entrepreneurs, puis là maintenant, je suis au service plus de l'organisation et des collègues. Donc ça change. Et puis oui, mais c'est une période qui est passionnante parce qu'on apprend aussi beaucoup sur soi, sur ses propres fonctionnements, sur ses valeurs. Parce qu'avec un bon coach, on va travailler aussi sur ses valeurs et puis le pourquoi on se sent bien dans un job. Donc c'est très riche. Je peux que le conseiller s'il y a l'occasion. Au long de ton parcours, du coup, on a parlé des difficultés. Pour toi, c'est quoi ta plus grande fierté ? Ma plus grande fierté. J'ai peu l'habitude de... C'est compliqué de parler de soi, c'est compliqué de parler, de se mettre en avant, et puis du coup la question implique un peu de ce que moi j'ai envie de mettre en avant. Alors moi, il y a une fierté personnelle, c'est ce que je vis en famille. On a une famille qui est extraordinaire, puis c'est pas simple, donc c'est jamais simple, hein. Donc là, c'est une fierté purement personnelle. Professionnellement, c'est la direction que prend Genilem. C'est ce qui est fait en équipe. C'est peut-être un peu bateau comme ça, mais je reçois beaucoup de feedback positif sur l'activité de Genilem depuis ces dernières années. Et puis ça, moi, j'en tire une certaine fierté parce que ça veut dire que les gens ils sont épanouis dans ce qu'ils font. Et ça, je pense que c'est important. Et d'être à un rôle de management où on voit que les gens aiment faire ce qu'ils font, le font bien et en sont reconnaissants auprès de l'organisation, je pense que c'est que je fais quelque part les choses bien, donc c'est bien. je suis content de ça. Voilà. Alors justement, tu viens de parler d'épanouissement. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es épanoui ? Oui, très clairement. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu es épanoui aujourd'hui ? Le travail avec le travail avec le coach m'a permis de mettre un doigt sur des valeurs que j'ai, des valeurs personnelles, et je suis épanoui parce que ce que je vis professionnellement est en accord avec mes valeurs personnelles. Et puis ça change tout. Et je pense que quand il y a eu des moments de friction dans certains autres moments de ma carrière, c'est peut-être, avec le recul, des moments où tout d'un coup mes propres valeurs ne jouaient plus avec ce que je pouvais faire dans l'organisation. Et puis là, il y a un bel alignement entre ce en quoi je crois, comment je veux faire les choses, les gens avec qui je peux les faire, et puis avec le fonctionnement de l'organisation. Donc, pour moi, ça, c'est épanouissant. Parfait. Si tu pouvais te donner un conseil quand tu avais 20 ans, tu te dirais quoi ? Ouh là là, me remettre à 20 ans... Donc à 20 ans, tu étais où déjà ? À 20 ans, je commençais l'Uni, sauf erreur. Oui, c'est ça, je commençais l'Uni. Moi, j'aurais pas tellement de conseils à donner, parce que déjà, j'aime pas donner des conseils, j'aime poser des questions. Et moi, j'aime assez le parcours que j'ai eu, d'essayer les PFL, de me rendre compte que non, de trouver une autre voie que j'ai adorée, parce que c'est des études qui étaient passionnantes pour comprendre le monde d'aujourd'hui, hein. L'économie, c'est passionnant dans ce sens-là. Fais comme tu penses. Voilà ce que je conseillerais. Et du coup, à l'inverse, dans 10 ans, tu feras quoi et tu seras où ? Je continuerai à faire quelque chose qui fait sens et qui est en accord avec mes valeurs. C'est la seule chose dont je suis sûr, parce que c'est ce qui est important pour être épanoui. Tu as justement mentionné tout au long de l'épisode que
à quel point le coaching est important, que tu as toi-même eu des coachs. C'est une forme de mentorat, si je ne me trompe pas. Est-ce que avant d'arriver chez Genilem, tu avais déjà des mentors? Alors, il faut faire la différence entre mentorat, où il y a plus un partage d'expérience, et puis le coach, qui, dans sa définition stricte, ne fait que poser les bonnes questions. Okay. On est dans la maïeutique avec le coaching, donc on fait accoucher. Hein. C'est celui qui fait accoucher. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas d'indice dans du coaching. C'est de creuser pour que la personne, elle trouve par elle-même. D'accord. Alors que le mentorat ou le consulting... Mais le mentorat, c'est plus un partage d'expérience pour orienter. J'ai eu des mentors quand j'avais ma société notamment. On avait 2 personnes d'expérience dans des domaines différents avec qui on partageait régulièrement. C'était absolument riche. Chez Trio, il y avait des gens qui étaient là qui étaient dans le domaine de la pub depuis 30 ou 35 ans. J'ai adoré échanger avec eux parce que c'est des visions qui se confrontent. Et oui, ils ont été comme des mentors. Donc oui, j'ai toujours été... Mais c'est pas tout à fait la même chose que le coach pur. Et du coup, entre l'un et l'autre, tu penses que c'est tout autant important? Oui, pour moi, les deux sont importants. C'est des éclairages différents. Okay. C'est vraiment des éclairages différents. Top. Est-ce que tu partages une ressource régulièrement, que ce soit un livre, un podcast ou un film, ou bien est-ce que tu as un livre ou un podcast ou un film qui t'a particulièrement marqué et que tu recommandes? Oui. C'est pas dans le domaine du business. Il y a des magnifiques livres, hein, notamment Business Model Generation, qui vient de Lausanne et qui est à l'origine du modèle de business model qui est utilisé dans le monde entier. Ça, ou Lean Startup. S'il y a un livre business que je recommande aux entrepreneurs, c'est de comprendre la démarche Lean, hein, qui est de prototyper le plus vite possible et de vendre le plus vite possible son produit pour après apprendre du marché. Donc ça, Lean Startup de Eric Ries, c'est assez extraordinaire, la démarche, il faut la comprendre. Mais au niveau privé, moi j'ai 2 livres qui m'ont marqué. C'est Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, qui est un roman psychologique qui est très court, qui est marquant, qui est assez extraordinaire. Et puis moi je suis un fan de science-fiction. Et dans la science-fiction francophone, il y a La Horde du Contrevent de Damasio, où il invente un langage du vent. C'est une quête, c'est assez extraordinaire. Je l'ai lu plusieurs fois. Et c'est très bien écrit. Je suis sensible à l'écrit. Je ne suis pas du tout ni poète ni écrivain. Je n'ai pas fait d'études littéraires, mais j'aime bien la belle écriture, le beau verbe. Et d'ailleurs, quand j'étais chez Trio, j'ai beaucoup eu de respect pour les rédacteurs, ceux qui savent passer un message en peu de mots, qui le font bien. Et ben ça, c'est pour moi un bon livre. Alors je reviens un petit peu au tout début de l'épisode, puisque tu as dit que tu as eu des expériences tout au début de rédacteur pour les tests de jeux vidéo. Oui. Du coup, au final, t'en as fait un petit peu. Oui, j'en ai fait. Oui, c'est pas tout à fait. Oui, alors c'était pas tout à fait la même chose. Déjà, on était plus jeunes, et puis du test de jeux vidéo, c'était assez spécifique. J'en ai fait un tout petit peu, absolument. Et du coup, je voulais aussi te reposer la question. Je l'avais noté, j'avais oublié. Est-ce que tu joues encore aujourd'hui? Plus du tout aux jeux vidéo. J'ai laissé tomber ce monde pour une question de temps et de choix. Maintenant, je suis un grand joueur de jeux de plateau. Okay. Donc, stratégie, il ne faut pas me parler de Monopoly ou de choses comme ça, mais des gros jeux de plateau où je retrouve les mêmes sensations que le jeu vidéo, mais à plusieurs autour d'une table. Top. Si tu devais choisir un lieu où tu te sens extrêmement bien, ça serait où? On a la chance d'avoir un chalet familial dans la montagne, dans une forêt de mélèzes en dessus de Martigny. Et c'est un lieu qui est extraordinairement ressourçant. Il y a une énergie très positive qui se dégage de ce lieu et j'y suis bien. Est-ce que pendant l'épisode, il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je n'ai pas posée? Je pense à rien comme ça. Ok, alors je vais te donner la parole si tu veux. Est-ce que toi, tu as une question à me poser?
Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ces podcasts à toi? Alors, la réponse, je crois elle a évolué depuis que j'ai commencé et jusqu'à aujourd'hui. Au début, c'était, et puis jusqu'à il n'y a pas longtemps, une excuse de pouvoir rencontrer des gens, puis de passer un moment, je dirais, plus intime avec les invités. Et d'ailleurs, on ne se connaît pas particulièrement, nous deux. Et puis, on vient de passer 1 heure, ça fait pile 1 heure, à échanger sur des choses que j'ai l'impression sont dures en fait, à aborder quand tu es dans la vie de tous les jours. Typiquement, tu ne vas pas prendre un café avec quelqu'un que tu ne connais pas et puis tu vas lui dire directement, en fait, s'il n'y a pas de contexte, peut-être, oui, j'ai pris à un moment donné un coaching pour m'accompagner à apprendre un nouveau métier. Tu ne vas pas parler forcément de tes difficultés. Donc, je trouve que c'était une bonne excuse et ça m'apportait en fait l'excuse de apprendre. Apprendre parce que je l'ai fait au début de mon aventure de freelancing. Donc, je ne sais pas si ça va évoluer sur autre chose plus tard, mais en tout cas, j'avais besoin en fait de m'enrichir d'expériences des autres gens. Et du coup, c'était ça jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et là, maintenant, c'est toujours ça, mais j'ai l'impression que c'est aussi ce qui me permet de créer en fait un réseau de gens qui sont intéressants, qui m'enrichissent toujours, et qu'en fait, j'arrive à faire des liens entre plein de gens. Plus je rencontre de monde, que ce soit dans les espaces de coworking, ici, donc dans les ateliers de la ville de Renan, ou ailleurs. Je donne des cours en fait pour le wagon, donc c'est un bootcamp de code, donc c'est souvent des gens qui ont déjà une première expérience professionnelle. Puis en fait, j'ai l'impression qu'en 2 ans et demi là, et puis mes clients, mes partenaires avec qui je travaille, j'arrive à faire des liens avec tout le monde. Et puis je me dis David, va parler avec je sais pas, quelqu'un, et puis vous allez pouvoir vous entendre sur ça et ça, et je trouve ça hyper intéressant de voir ce que ça apporte. Et puis en fait, je fais ça principalement parce que j'ai vu à quel point, pendant les bientôt 3 ans que je suis indépendant, les recommandations que j'ai eues, que j'ai pas demandées, elles ont été hyper fortes et hyper importantes pour le développement de mon aventure d'indépendant. Excellent. Donc, c'est voilà. toujours une histoire de rencontre, et c'est ce qui fait que moi j'ai aussi un métier que j'aime beaucoup, c'est qu'on rencontre toujours des gens et on s'intéresse aux gens et on échange et on apprend toujours des choses. Oui, moi je suis... d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'informatique, c'est que je suis curieux, mais de tout. Genre, je peux me passionner pour tout et n'importe quoi. Et du coup, l'informatique, c'était genre le domaine où je pouvais en fait faire du développement. Quand tu fais du développement de quelque chose, tu le fais pour quelque chose d'autre, toujours. Donc, tu es obligé d'apprendre. Et du coup, tu as toujours ces rencontres, tous ces... Donc, je suis totalement aligné avec ce que tu dis. Si tu avais un message à faire passer qui est important pour toi et que tout le monde pouvait t'entendre, ça serait quoi? Faites ce qui vous plaît avec du respect pour tout le monde. C'est un peu bateau, mais on parlait des valeurs tout à l'heure, et pour moi, je place le respect dans ces valeurs tout en haut. Et je me rends compte que quand on fait les choses avec respect pour soi, pour les autres, pour la société, pour l'environnement, en fait, ça marche, puis on est bien. Top. Si tu veux, je te laisse un petit dernier mot de la fin, moment pour parler de Genilem, ou pour si tu as encore quelque chose à dire dessus. Et, puis après, on donnera juste tes réseaux et tes contacts si on jamais envie de te contacter. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Venez, j'ai la chance de travailler pour une association qui est là au service des entrepreneuses et entrepreneurs. Donc vraiment, profitez-en. C'est l'immense avantage que j'ai là, c'est que je n'ai rien à vendre. Donc on est là pour vous aider, venez. Parfait. Et du coup, si jamais on veut te contacter, c'est quoi la façon la plus simple? Je mettrai les liens de Genilem en fait. Alors, pour prendre rendez-vous en tant qu'entrepreneur, c'est clairement genilem.ch. Il y a un gros bouton « Rencontrer un coach ». Et puis, vous décrivez votre projet, vous avez un rendez-vous. Et puis, pour moi, c'est plutôt mon LinkedIn. Okay. Je mettrai le lien du coup. Voilà, exactement. Top. Je te remercie.
Merci à toi. C'était un plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, l'épisode est déjà fini. J'espère que tu as aimé. Moi, j'ai passé un agréable moment avec David. Je remercie encore la Fondation Inartiste pour le prêt des locaux et du matériel d'enregistrement. Et puis, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.